Vendredi 29 septembre 2023, merci d'avoir pris le rendez-vous du forum des rédactions de ce soir. Et ce soir, on parle de deux sujets majeurs, oui. Vous le savez, il y a presque une semaine, l'essence de contrebande, appelée Payo chez nous, a encore fait parler la poudre. Et cette fois-ci, ça a été, je peux dire, l'hécatombe, puisque nous n'avons jamais enregistré autant de morts dans un incendie chez nous. En janvier, nous avons connu l'incendie, l'accident avec incendie et beaucoup de décès du côté de Dassa. Mais cette fois-ci, c'est semi-craqué avec l'essence de contrebande et ça fait plusieurs morts, près de 36 personnes ont quitté cette vie et donc beaucoup de blessés, environ 22 personnes qui sont à l'hôpital CNHU Hubert Kotokumaga et qui suivent des soins en soins intensifs. Nous allons en parler dans cette émission, mais également nous irons du côté du Niger pour parler de ce revirement spectaculaire d'Emmanuel Macron qui, au départ, a opposé un refus catégorique au rapatriement des militaires français du Niger, mais qui, au finish, a décidé de faire donc rentrer sa troupe progressivement jusqu'au mois de décembre du Niger. Mais également, l'ambassadeur a déjà rejoint Paris et il s'est également exprimé et il a regretté d'être parti du Niger. Pour en parler, nous avons sur ce plateau les consultants, ce qu'il faut donc pour parler de ces deux sujets. Madame, Messieurs, merci d'avoir pris ce rendez-vous et merci de continuer de croire en ce que nous faisons. Essence de contrebande, un os dans la gorge des gouvernements successifs au Bénin, rapatriement des soldats français du Niger. Pourquoi ce revirement de Macron? Voilà les thèmes sur lesquels les débatteurs vont se prononcer pour réaliser cette émission. C'est le jeune et compétent, c'est bien Marcel Yedo, Alain Alou est au son, Martin Toïnse à la diffusion. Et puis pour nous suivre sur les réseaux sociaux, les différentes plateformes, c'est Modeste Rondepondi. On va observer une courte pause avant de revenir pour vous présenter les débatteurs. À ma droite, c'est Hamzat Abdoulaye. Il est consultant politique et géopolitique, spécialiste relations internationales et diplomatie. Hamzat Abdoulaye, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On ne pouvait pas parler de la situation au Niger sans vous faire appel. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir renouvelé. À ma gauche, c'est Sergino Lokossou. Il est journaliste, il est analyste politique. Sergino Lokossou, vous êtes dans toutes les sauces. Donc, ce qui vous donne le mérite d'être sur ce plateau. Merci, bonsoir Mauril, bonsoir à tous les téléspectateurs. Je tiens à les remercier parce qu'ils nous suivent chaque fois et toutes les fois que nous sommes là en plateau pour parler des petits et grands faits qui font l'actualité politique au Bénin et au-delà du Bénin. Très bien. Alors, Hamzat, je vais me tourner vers vous pour la première question. Oui, le Niger, avec tout ce que nous avons connu, Emmanuel Macron, donc, qui a opposé un refus de rapatrier sa troupe et même de rappeler son ambassadeur. Et bim, cette semaine, on a eu un revirement spectaculaire. Pourquoi ce revirement d'Emmanuel Macron? J'aime citer ce proverbe bambara très souvent dans mes discussions ou dans mes analyses. Un proverbe bambara qui dit « On ne peut pas raser la tête à quelqu'un en son absence ». Et je pense que si on suit le sens de ce proverbe, tout y est en réalité. Les raisons qui ont fait que le chef de l'État français a dû retourner sa veste, sinon a dû retourner la boutique entière par rapport à sa position liée aux diplomates sur place français qui représentaient donc les intérêts de la France. Alors, plusieurs choses. Déjà, il y a une junte qui est installée au pouvoir depuis maintenant 2 mois. Et il faut rappeler aussi une chose très importante, c'est que
quand vous êtes un pouvoir d'exception, c'est que généralement le pouvoir légitime, donc la Constitution, est tombée. Et quand la Constitution tombe, c'est que les institutions aussi sont tombées. Alors, il y avait un discours du chef de l'État français qui consistait à répéter de façon incessante qu'il ne reconnaîtra, et qui ne reconnaît d'ailleurs que le président déchu Bazoum. Et il n'y a pas d'autre alternative qu'un retour à l'ordre constitutionnel qui va consacrer le retour du président Bazoum. Alors, cette position était différemment observée parce que quand vous prenez la tendance sur cette question, même au sein des Occidentaux et des puissances sous-régionales et même internationales, vous allez vous rendre compte que la France est quasiment toute seule. Les Américains, par exemple, dès le début du coup d'État, ont proposé la voie de la négociation, ont dépêché un secrétaire général au Niger et ont procédé à plusieurs négociations dans le but de continuer à maintenir leurs relations avec le Niger, ce qui n'est pas le cas de la France. Et malheureusement, on peut aussi constater que la CEDEAO était un peu la caisse de résonance qui tout de suite a voulu sanctionner, qui a tout de suite a voulu exclure. Et aujourd'hui, on ne peut que constater que ces sanctions et ces décisions se sont retournées contre la CEDEAO et aujourd'hui contre la France. La question aujourd'hui est de savoir quelle est la posture qu'adoptera la France dans les semaines à venir. Parce que là, avant d'aller à la posture, je voudrais vous demander, est-ce que finalement la France a compris que Bazoum n'est plus à la page et que cette page est tournée, c'est pourquoi je pense que c'est acté parce que j'ai suivi de bout en bout l'intervention du chef de l'État français ce week-end sur la chaîne française et il expliquait de façon concise que les militaires sur place vont rentrer, mais ils ne pourront pas rentrer sans une concertation avec la junte au pouvoir, ce qui voudrait dire de façon tacite que la junte est reconnue en tant que pouvoir aujourd'hui au Niger par la France, d'une façon ou d'une autre, et que la France va devoir composer avec cette même junte qu'elle a rejetée à un moment donné pour évacuer et l'équipement et les soldats et les autres diplomates sur place. Donc on s'avance progressivement vers une rupture des relations, des relations diplomatiques et des relations stratégiques et militaires avec le Niger. Ce qui, quand même, aura une conséquence fâcheuse pour la France. Parce avant d'arriver aux conséquences Oui, avant d'arriver, je ne viens pas aux conséquences, mais je veux juste noter que la France a fait de la lutte contre le terrorisme la figure de proue de sa présence stratégique et militaire au Sahel. Alors, depuis le Mali, il y a un rejet de cette stratégie militaire en place, puisque le bilan est souvent votre boulet, comme le disait un chef d'État français. Donc le bilan, que ce soit de la force Barkhane ou des autres forces présentes au Sahel, n'est pas forcément en faveur de la France, n'est pas forcément en faveur du chef de l'État français. D'où cette montée donc du sentiment anti-français qui, il faut le rappeler, n'est pas contre les Français, mais contre la politique française, contre la coopération, ou le type de coopération qui existait, rappelons-le, avant même les années d'indépendance, qui a continué. Et j'insiste souvent sur une chose, 3 choses ont été mal gérées à la fin de la Deuxième Guerre mondiale: la décolonisation, la chute du mur de Berlin et bien entendu la mondialisation. Cette décolonisation dont les États africains n'arrivent toujours pas à s'en sortir. Il y a eu cette décolonisation, mais le processus démocratique imposé aux États africains n'a pas marché. La greffe n'a jamais abouti par rapport à la démocratie en Afrique et aujourd'hui on continue à en payer les frais. Il y a des coups d'État qu'on continue de noter et malheureusement on n'encourage pas un coup d'État comme on le dit souvent sur vos plateaux, mais il y a les causes qui produiront toujours les mêmes effets. Et c'est le constat qu'on fait aujourd'hui: mauvaise gouvernance. En fait, l'équation elle est toute simple: mauvaise gouvernance plus fragilité des institutions, plus insécurité alimentaire, plus insécurité généralisée, ça entraîne la frustration
et la frustration, elle est difficilement gérable. Sergino Lekossou, je me retourne vers vous. Comme tout le monde, vous avez appris cette déclaration du chef de l'État français Emmanuel Macron, donc, qui a annoncé le retrait de la troupe française du Niger. Est-ce que cela vous a surpris? Non, sinon, pourquoi? Ça ne m'a pas surpris parce que il savait que ce qu'il défendait, c'est-à-dire le retour de Bazoum au pouvoir, n'était pas possible devant des hommes en kaki qui ne reculaient devant rien. Je pense que aujourd'hui, la poussée de fièvre entre Paris et Niamey a baissé d'un cran avec le rappel de l'ambassadeur Ité, le bras de fer qui oppose Niger et Niamey et Paris. Je crois que le bras de fer, ce bras de fer a visiblement cessé, on va dire, parce que l'ambassadeur a été rappelé, parce que l'ambassadeur est devenu un simple citoyen français, son immunité lui a été enlevée, et il était pratiquement dans un pied au Niger, et donc il ne pouvait pas sortir, il avait des difficultés, il était pratiquement reclus dans sa maison, il n'avait plus droit à l'électricité, il ne pouvait pas manger. Mais je pense que c'est peut-être une bonne stratégie. Certaines analyses pensent que c'est de la reculade, c'est une abdication du président français, de tout le système français. Mais je pense qu'au-delà de ça, je pense que c'est peut-être une stratégie d'apaisement. Parce que les putschistes ne reculaient devant rien, même devant la CEDEAO. Et donc je pense que dans une posture pareille, où il a rappelé, Hamzat l'a rappelé tout à l'heure, le sentiment anti-français est né et entretenu, il faut le dire, par ces juntes qui a quitté le Mali, le Niger. Donc les troupes françaises ont été déjà renvoyées du Mali et ils sont venus au Niger. Donc aujourd'hui, l'acte 1 a été posé, le rappel de l'ambassadeur. L'acte 2, ça va être les troupes qui sont au nombre de 1300 à 1500 troupes françaises au Niger. Et dans la déclaration du président français, il a dit, d'ici la fin de l'année, ils vont organiser le rapatriement de ces troupes-là. Je pense qu'au-delà de ce que c'est une situation un peu compliquée pour la France, parce que Hamzat l'a rappelé, la France était au Niger pourquoi? Parce que la France était au Niger pour aider le Niger à lutter contre le terrorisme qui quand même continue, quoi qu'on dise, de miner cette partie du continent africain et beaucoup d'autres parties du continent. Je pense que c'est dans une logique d'apaisement que le président français n'a pas pu tirer trop sur cette affaire-là parce qu'il ne pouvait en être autrement. S'il tire trop, on ne sait pas, on ne maîtrise pas le logiciel mental de la junte. Et donc, on ne sait pas quelle décision la junte peut prendre. Parce que l'ambassadeur, on l'a vu dans les images à la télé, l'ambassade est saccagée par les manifestants. Il y a des manifestants qui envoyaient des bâtons et des pierres au niveau de l'ambassade. Donc, il faut quand même que le président français puisse prendre la décision qu'il faut, au moment où il faut, pour éviter le pire. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même une bonne chose parce que ça aide l'ambassadeur à rejoindre son pays, à ne plus rester dans une situation inconfortable comme il était au Niger. Au-delà de tout, je me demande si est-ce que véritablement le Niger peut faire sans la France. Je ne suis pas de ceux-là qui pensent que forcément il faut que la France soit là, mais il y a quand même d'autres puissances qui sont également là. J'espère, je veux bien voir comment ils vont organiser cette lutte contre le djihadisme parce que lutter contre le djihadisme, le Niger seul ne peut pas lutter contre le djihadisme, il faut quand même une co-coordination. Il faut parfois faire appel à des expertises extérieures, comme on le dit. Et la France, quand même, est quand même une nation assez puissante en matière d'armement, en matière de moyens pour lutter contre le terrorisme. C'est vrai que si on fait le bilan, ça ne va pas donner grand-chose, mais quand même que leur présence a servi à quelque chose sur le territoire nigérien. Je pense aujourd'hui que la junte doit savoir raison garder pour quand même ne pas fermer entièrement le Niger à tout le monde, parce que ça n'est pas possible. Une nation ne peut pas rester seule dans sa tour d'ivoire et se développer. Mais ce qu'on sait, il y a un sentiment anti-français qui est né au Niger, non seulement au Niger, dans beaucoup d'autres pays du continent. Ce sentiment fait qu'aujourd'hui, ces jeunes ne veulent pas les laisser le pouvoir. Et dans l'histoire de l'Afrique, aucune junte n'a quand même géré le pouvoir démocratiquement. C'est vrai que vous avez me dit que le cas du Rwanda est là, mais le Rwanda, ce n'est pas après un coup d'État, c'est après une crise humanitaire que la junte est venue aujourd'hui. On voit un peu comment le Rwanda est développé. Donc, ce n'est pas une bonne chose. Il ne faut pas encourager les coups d'État, la prise de pouvoir par les armes. Et finalement, depuis le Mali récemment, on dit qu'on ne peut pas organiser les élections parce que c'est toujours la France. Il n'y a que la machine ou le fichier qui devrait aider
aider à organiser les élections, il faut corriger le fichier. Je pense qu'il y a trop de surplace en matière de gestion que nous constatons sur le continent avec les jeunes. Ils montrent que la mission en griffe, ils tournent en rond, ils montrent que la mission les dépasse. Donc on n'a pas besoin de prendre le pouvoir pour prenez le pouvoir et confier le pouvoir à ceux qui peuvent gérer démocratiquement. Ça serait une bonne chose. Hamzat Abdoulaye, vous êtes géopolitique, vous avez fait les relations internationales, vous avez fait la diplomatie. Et on ne peut plus compter le nombre d'années que la collaboration entre la France et certains pays africains existe. Et je parle du Mali, je parle du Niger, je parle du Burkina Faso. Et si ces pays ont accepté cette collaboration militaire, c'est que le besoin existait. Et si aujourd'hui ces pays demandent le retrait des troupes françaises, est-ce que ça veut dire que ces pays sont suffisamment outillés pour faire face aux besoins exprimés et qui ont nécessité cette collaboration? La réponse est non, de facto. Parce qu'à chaque époque correspond ses réalités. Exactement. Et vous allez le comprendre, les coopérations, je les ai rappelées tout à l'heure, les coopérations militaires signées par la France, les coopérations stratégiques signées par la France et les États africains ne datent pas de 2023. Ça remonte à des années en arrière. Et ce n'est pas pour rien, je disais que la décolonisation a été mal effectuée parce que malgré que ces États africains ont obtenu cette décolonisation, cette indépendance, il y avait quand même ce paternalisme qui était nourri, il y avait quand même les élites politiciennes africaines qui continuaient d'entretenir une relation incestueuse avec les chefs d'État et les différents ministres français. Et ça ne s'est pas arrêté. Et l'autre chose aussi qu'il faut noter, c'est que aujourd'hui, les choses ont changé. Vous avez les nouvelles technologies qui ont fait leur incursion dans le milieu de la jeunesse africaine et les informations circulent à une vitesse inouïe. Et ça a une répercussion terrible par rapport à l'opinion de la jeunesse africaine, par rapport à tout ce que la politique ou tout ce que les politiciens et les élites font au sommet de l'État. Il faut rappeler que ces derniers sont élus pour régler un problème. Mais le constat est que depuis 1960, les élites politiciennes ont échoué d'une façon ou d'une autre sur le continent à aider au développement, à équilibrer la répartition des richesses, à créer une véritable alternance démocratique, à lutter efficacement contre la corruption, le népotisme ou la gabegie. Donc, autant de choses qui dénotent le mal-être des Africains sur le continent. Et l'autre chose qu'il faut aussi noter, vous avez bien évoqué ces coopérations. Ces coopérations doivent être revisitées. Et c'est au-delà de la coopération militaire, c'est également parce que c'est également universitaire, c'est des doctorats. C'est la stratégie, c'est l'éducation. Entre le pays d'origine et la France. Effectivement. C'est tout un partenariat qui est derrière ce type de coopération. Il y a la coopération diplomatique qui existe entre la France et les États africains. Il y a la coopération stratégique et militaire qui englobe plusieurs autres facteurs qui existent sur le continent. Il y a aussi la coopération culturelle qui existe, qui est un fait aussi. Et il y a aussi la coopération sociale qui aussi est une réalité sur le continent entre la France et les États africains. Mais je ne veux pas tout peindre en noir parce qu'il faut rappeler qu'il y a des choses qui ne marchent pas, notamment la coopération militaire et stratégique, qui ont été un échec lamentable, surtout dans le Sahel. Il y a la coopération politique aussi, diplomatique, qui n'a pas abouti, parce que la réalité est que la France a une certaine volonté, au même titre que les superpuissances, ils ont une certaine volonté à s'investir, mais ça ne va pas vers le bas. C'est-à-dire quand vous prenez la pyramide, eh bien, c'est absolument au-dessus que ça s'arrête. Ça ne va pas jusqu'au bas, vers la masse. Et ça crée bien entendu ces frustrations et ces sentiments de rejet. Et le drame, c'est que la France n'a pas su rapidement analyser cette situation pour revoir sa stratégie et son type de partenariat
qu'elle propose aux États africains, surtout aux États. Et pourtant, du la Sahel. lettre a été donnée depuis longtemps, Hamzat, Oui. à travers ce sommet où on a vu une Exactement. Burkinabé dénoncer vraiment avec véhémence cette collaboration. Vous vous rappelez? Exactement. En fait, Exactement. tous ces panoplies de colloques, de conférences alertaient. Il y a aussi des spécialistes de la question, des intellectuels français et africains aussi, qui alertaient sur l'urgence de réformer les relations entre la France et l'Afrique. L'urgence de refonder cette France-Afrique, quitte à même la détruire, pour rebâtir un nouveau type de coopération. Et j'aime citer ce philosophe et penseur africain, Achille Mbembe, qui a œuvré pendant très longtemps pour créer un type de nouvelle coopération, une sorte de nouvelle coopération entre la France et l'Afrique, avec sa fondation. Et le problème, c'est que l'urgence n'est pas aller vers l'endroit où il fallait. Aujourd'hui, l'endroit? Ah oui, l'endroit, c'est le social. Parce qu'il y a un ancien secrétaire général des Nations Unies, Boutros Ghali, qui disait que la première cause des guerres, c'est bien entendu le social. Quand vous ne prenez pas soin du social, quand vous n'entretenez pas le social, la déflagration, elle est là. Et c'est ça la première raison, la première cause des guerres en Afrique et dans le monde. C'est le social, avant toute chose. Donc je pense qu'au lieu de s'investir vers les véritables causes qui minent le continent, qui minent le Sud, plusieurs États occidentaux, comme la France d'ailleurs, ne se sont pas penchés suffisamment sur les questions sociales, ne se sont pas suffisamment penchés sur les questions culturelles. Et vous allez le constater aussi à travers le discours d'Emmanuel Macron qui a changé parce qu'il était en train de penser il était en train de penser à refonder la coopération. Oui, France-Afrique. Exactement, en misant beaucoup plus sur le social. Donc il écoute Achille Mbembe et ça c'est très bien, en misant aussi beaucoup plus sur la culture et en s'orientant maintenant plus vers les acteurs sociaux et culturels. Et ça, c'est très important pour la suite. Donc, je pense pour ma part que si les choses doivent changer à ce niveau, il faudrait bien entendu faire le véritable pas qu'il faut entre la parole et les actes. Parce qu'il faut rappeler que la parole est une chose, les actes sont autres. Le discours veut changer, mais on sent quand même dans le discours un certain... une absence de volonté, un tâtonnement. Et je cite le chef de l'État français lors de sa conférence avec les diplomates français, où il dit, si la France n'était pas intervenue dans ces régions, ces États n'existeraient plus. Alors, vous pouvez essayer de faire les analyses de cette phrase qui est quand même terrible dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, si la France n'était pas intervenue, la France, en ce moment, dans cette phrase, dans cette affirmation, est un peu comme l'État suprême qui vous protège de la crise, qui vous protège. Exactement. Mais ce n'est absolument pas le cas. Et vous allez comprendre que l'échec est venu de ça, de ces facteurs assez clivants entre cette France qui veut quand même faire quelque chose, mais qui n'arrive pas à bien le faire, et qui se retrouve emprisonnée surtout dans des politiques qui existaient avant même les années 60. Parce que c'est finalement une continuité. L'État français, le gouvernement français, est une continuité en réalité. C'est vrai, ils sont passés par la gauche. À un moment donné, François Hollande était arrivé au pouvoir, Mitterrand aussi, il est de la gauche. Mais la politique envers l'Afrique n'a pas pour autant évolué. Il y a peut-être eu des chefs d'État français qui ont mieux assimilé l'Afrique que d'autres, à l'exemple de Chirac. Mais dans la réalité, la fissure, elle est profonde. Et j'espère, bien entendu, que les décideurs vont vite réaliser qu'il faut prendre le taureau par les cornes pour changer. Mais je pense que, si vous permettez, il y a trois éléments importants qu'il faut soulever. La France aujourd'hui a compris beaucoup de choses parce que quand vous prenez la tempête du désert de sahélien qui soulève un peu de sable et beaucoup de poussière, c'est vrai que cette tempête, ces poussières obscurcissent les relations entre la communauté internationale en général. Mais il y a trois éléments à mon avis. Le premier, c'est qu'aujourd'hui, la France, le péché originel de la France, c'est qu'il est le pays colonisateur. Le deuxième élément, c'est que
ceux qui entretiennent le sentiment anti-français, ils dénoncent une certaine arrogance et un certain paternalisme de la France qui ne sont plus aujourd'hui d'actualité, il faut le dire. Quand vous suivez même les Français, les analystes français, ils disent qu'aujourd'hui, la France doit quand même essayer de revoir sa position. Il n'est plus ce colonisateur qui dicte des lois et qui accompagne. Et même quand vous suivez ceux-là, ces panafricanistes en griffe sur le continent, qui nourrissent ce sentiment anti-français, c'est que parfois, la France donne l'onction à ces gouvernements qui ne font pas forcément de l'alternance démocratique un principe au niveau de leur gestion. Et donc, ça fait que ce sentiment est né parce que la France, c'est comme si tout ce qu'il y a de mauvais, de répréhensible dans ces États-là, la France est comptable de tout ça. Et je pense qu'au-delà de tout ça, la France a quand même les outils qu'il faut pour négocier parce que toutes les crises finissent toujours par une table de négociation. Et j'estime, pour ma part, que la France, si elle veut négocier, elle peut négocier avec la junte parce que le départ de l'ambassadeur IT du Niger pour Paris, ça a été une négociation. C'est vrai que le président français l'a annoncé dimanche et c'est 2 jours après. Donc, entre dimanche et mercredi, je pense qu'il y a eu des négociations. Et donc, ces négociations ont permis de sortir l'ambassadeur qui allait vers un avion. Il n'y a pas eu de mouvement. Donc, je pense que on peut rester dans cette négociation. Moi, je ne suis pas avec d'espérance, comme on le dit. J'estime pour ma part qu'on peut revoir les choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, au Niger, au Mali, on ne veut plus de la France. Mais je pense que sur des points importants, on peut collaborer, converser avec la France. Il suffit de trouver le mode opératoire qu'il faut, l'étape de négociation, la diplomatie afférente pour quand même essayer de trouver une bonne solution pour qu'aujourd'hui, c'est vrai que la junte, elle n'est pas, je pense, quand on parle de la junte est à l'abri de beaucoup de choses. Mais quand vous allez au Niger aujourd'hui, les populations souffrent. Il n'y a que l'électricité, ça vient pas à un moment. Moi, j'ai des parents au Niger qui m'ont dit que c'est peut-être 2 heures. 2 heures d'horloge dans une journée, vous avez ça, le temps de charger vos téléphones et puis c'est fini. Donc je pense qu'au-delà de ce qu'il faut chasser la France en griffe, comme quand vous entendez les Nigériens, au-delà de ce qu'il faut chasser la France, je pense qu'au-delà de ça, il faut penser aux populations. Et moi, je le dis toujours, quand vous êtes un gouvernant, toutes les options que vous avez envie de choisir, ou du moins ce que vous voulez choisir, pensez aux populations. Ils gouvernent pour qui? Pour les populations. Aujourd'hui, qui souffrent? Ce sont les Nigériens et les Nigériennes qui souffrent. Les activités sont au ralenti. On ne peut plus, les gens ne peuvent plus quitter, par exemple, c'est un exemple que je donne à tout hasard, le Bénin pour le Niger, les activités commerciales ont été coupées. Et le Niger en souffre, le Bénin en souffre, d'autres pays limitrophes en souffrent également. Donc je pense qu'au-delà de ce qu'il faut renvoyer la France, de ce qu'il faut développer, faire des manifestations de rue, il faut penser également à la population. Moi, j'estime pour ma part qu'ils peuvent quand même mettre de l'eau dans leur vin, comme on le dit. C'est vrai que Bazoum est toujours en prison, en griffe au Niger, dans ce qu'on appelle son palais présidentiel. Il n'est pas libre de ses mouvements. Récemment, dans une interview, sa fille a dit qu'il souffre, qu'il manque de légumes et de quoi se nourrir. Je pense qu'au-delà de tout, il faut penser au peuple nigérien qui ne demande pas grand-chose, c'est le mieux-être, manger à sa faim, boire quand il a soif, ce peuple du Niger. Et je pense que la jeune doit rester dans cette disposition-là. Penser au peuple, pas forcément attaquer la France, pas forcément chasser les investisseurs, mais penser également au peuple, c'est très important. On va finir avec ce sujet. Hamzat Abdoulaye, je vais vous donner la parole encore 2 minutes, parce que là, nous sommes en train de faire presque 30 minutes sur ce sujet. Alors, je vais vous donner 2 minutes quand même pour conclure, pour nous dire ce qui attend l'Afrique peut-être. J'aurais voulu qu'on se concentre aussi dans le pan du débat sur les perspectives qui restent pour le Niger. Il faut dire, le problème du Niger, je me porte peut-être en contre-faux avec mon confrère, mais le problème du Niger, malheureusement, ce n'est pas la France. Exactement. On va pouvoir le dire. Le problème du Niger n'est pas la France. Il y a peut-être une mauvaise collaboration qui datait d'antan et qui ne profitait pas à la population. Et ensuite, ça s'est exacerbé par plusieurs autres facteurs que j'ai cités plus tôt. Mais le problème du Niger existe. Vous savez, le Niger a traversé une famine ou a failli traverser une famine. Avec toute cette richesse, de l'insécurité avec toute cette richesse, on se demande pourquoi voilà. un pays comme le Niger traverse la famine. Le pourquoi, c'est l'élite au sommet des États en Afrique.
et je le dis, l'Afrique a peut-être eu une démocratie début peut-être des années 80-90. L'Afrique a goûté à la sauce de la démocratie, mais cette sauce a été façonnée sans sa présence en réalité. Quand vous prenez le sommet de la Baule en juin 1990, où le chef de l'État, François Mitterrand, chef de l'État de la France à l'époque, proposait l'aide au développement contre la démocratie. Mais à quoi fallait-il s'attendre? Il fallait s'attendre donc à des États qui se sont rapidement constitués en États démocratiques, avec des élections organisées à la va-vite et un multipartisme de vitrine en réalité, un multilatéralisme cosmétique. Mais dans la réalité, rien n'a changé. Vous avez les mêmes personnes qui restent au pouvoir avec la corruption, le népotisme, la gabegie, etc. Et ça ne profite pas à la population. Vous allez vous rendre compte de 90 aux années 2000 au 21e siècle, rien n'a bougé en Afrique. Le Niger, parlons-en, l'insécurité alimentaire, c'est vrai qu'à un moment, le Niger avait retrouvé une sorte de stabilité démocratique, mais quand on évoque cette stabilité, le processus démocratique, le processus électoral en lui-même, était fortement contesté, puisque le parti au pouvoir a absolument la même mise sur les élections, a absolument la même mise sur l'organisation des élections, et jeter un peu le coup d'œil autour du Niger. C'est ce qui se fait en réalité. Donc, cela, c'est la faute aussi des politiques, et le véritable problème du Niger aujourd'hui, c'est l'insécurité alimentaire, et c'est l'insécurité liée au terrorisme. Il faudrait se poser les bonnes questions. Si la France part, si la force française de 1300 à 1500 soldats s'en va dès demain, qu'est-ce qui sera mis en place? Est-ce que ce sera un appel aux Russes avec Wagner? Est-ce que ce sera un renouvellement des accords? Déjà, l'accord bilatéral avec le Bénin a été suspendu. Quel est l'avenir de cet accord, par exemple? Parce que moi, je voyais en cet accord un avenir pour la coopération bilatérale et surtout pour l'accord stratégique Sud-Sud. Puisque vous allez rencontrer les États africains, quand ils ont des problèmes à leurs frontières, ils font appel encore à des gens à des milliers de kilomètres en Occident pour leur donner des formations, pour leur donner du matériel, et ça prend du temps. Pendant ce temps, beaucoup de choses se passent. Donc moi, je voyais plus en cet accord de défense entre le Bénin et le Niger l'avenir par rapport à la lutte contre le terrorisme. Mais aujourd'hui, on en est encore bien loin. Le Niger va devoir se concentrer sur lui-même pour faire face à ses propres démons et satisfaire surtout la population. Et je finis là-dessus en disant, la junte, certes, est au pouvoir, mais pour combien de temps? La junte doit pouvoir redonner, je vais dire, l'espérance d'une alternance démocratique effective en conviant les forces vives de la nation. J'avais ouï dire que le chef de cette junte, le général Tiani, a en tout cas le désir de mettre sur la même table toutes les forces vives de la nation du Niger pour aller vers un processus démocratique qui va aboutir à une nouvelle constitution s'il le faut, ou à de nouvelles élections. L'autre chose aussi, et c'est la dernière pour finir vraiment la boucle, c'est que les institutions doivent être renforcées. Ça doit être la priorité de tous les chefs d'État en Afrique. Vous allez vous rendre compte que les chefs d'État, une fois élus, ils s'installent sur leur fauteuil de chef d'État et ne priorisent plus du tout les élections. Ils ne priorisent plus du tout les institutions. L'institution est en réalité la garantie de la stabilité d'une démocratie. Prenez les grandes démocraties. Qu'est-ce qui fait que les grandes démocraties sont restées? C'est grâce à la force des institutions. L'institution devrait être au-dessus de l'homme, devrait être au-dessus du chef de l'État. Et malheureusement, les Africains, en tout cas les élites africaines, les intellectuels aussi, ne l'ont pas suffisamment assimilé pour que cela soit une réalité. Tant que cela va perdurer, il y aura des coups de force. Ça, on doit pouvoir le dire. Les coups de force, ça ne doit pas s'arrêter en 2023. C'est une certitude puisque les causes existent. Mais si on n'a pas en face des institutions fortes, suffisamment outillées, s'il n'y a pas une culture de la démocratie, eh bien, on va retomber dans le même piège qui n'est pas fini. Sergino Lokossou,
C'est bon pour ce sujet, on peut, sauf si vous avez quelque chose à dire. Non, je pense que c'est bon, je l'ai dit, D'accord. il faut quand même aller à la table de négociation, choisir les vraies options qui arrangent le peuple du Niger. C'est ce que moi, c'est le seul conseil que je pourrais donner à la junte, c'est d'agir, c'est vrai, il faut chasser la France comme on est en train de le faire, mais penser également au peuple du Niger, c'est très important. C'est qu'en 4000 personnes, c'est le nombre d'individus, ou du moins de personnes qui se donnent à ce commerce, le commerce de l'essence de contrebande, communément appelée essence paillot chez nous. Après donc cette situation du samedi dernier, 23 septembre, où on a connu plusieurs dizaines de morts. Le gouvernement qui, visiblement, réfléchissait à donc comment mettre de l'ordre dans ce secteur, comment reformer le secteur, donc a dû sortir les grandes cartes pour pouvoir annoncer devant la presse ce qui est prévu. Et donc au nombre des réformes, il faut dire qu'il y aura des mini-stations, 5000 mini-stations prévues par le gouvernement pour absorber une partie de ceux-là qui se donnent à ce commerce. Et l'autre partie sera donc reversée, peut-être en totalité ou en partie encore, au niveau de la GDIZ. Est-ce possible? Est-ce que faisable? Est-ce que nous pouvons nous en sortir donc réellement avec ce commerce qui a la peau dure et qui a donc secoué les gouvernements successifs à la tête de notre République? Nous allons donc aborder ce sujet. Et c'est Gino Lokossou, oui, ce samedi noir et le samedi matin, comment avez-vous accueilli cette nouvelle et quels ont été vos sentiments? Mes sentiments, devoir moral exige, je présente mes condoléances à toutes ces familles qui ont perdu les leurs dans cette tragédie épouvantable. 35 personnes qui sont passées de vie à trépas, 22 gravement blessés qui sont encore dans nos hôpitaux. Je pense que c'est quand même triste, regrettable. Et j'ai pris l'habitude de le dire, ça va vous paraître utopique. Je le dis et je le dirai toujours que tout ce qu'il y a de répréhensible dans la République l'est du fait des gouvernants qui n'ont pas pris les décisions qu'il faut au moment où il le faut. Et quand vous parlez de l'essence de contrebande, c'est parler de l'interdiction, on va dire, de l'essence de contrebande. Mais avant ça, il faut jeter un regard passéiste. Où est-ce que ce commerce a commencé? C'est depuis la crise conjoncturelle de 1987, avec le non-paiement de salaire, où des activités ont été créées, l'État a fermé l'œil sur beaucoup de choses. On se disait que si ça donnait à manger au peuple, ils n'ont qu'à le faire. C'est comme ça, l'essence de contrebande a commencé. Beaucoup d'acteurs se sont rentrés dans ce secteur informel, bien sûr, et qui, finalement, au fil des années, a pris en compte tout le territoire national. Donc, dans les 77 communes du pays, vous allez voir quelque part un vendeur d'essence frelaté, communément appelé paillot chez nous. Je pense que c'est vrai que les gouvernements successifs, il faut avoir le courage de le dire. On n'a pas besoin d'être d'une coloration politique avant de le dire. On quand même fait de la lutte une inquiétude, une préoccupation majeure. On va le dire ça comme ça. Depuis, on va dire avant Boni Yayi, sous Boni Yayi, on a vu des... Il y a même eu cette initiative de station de mini-station. Exactement. Il y a des saisies. Comme un cercle qui est devenu après comme un cercle fermé. Exactement. Il y a des saisies qui ont été opérées et on sait combien de fois ces saisies ont été faites. Il y a même à Kétou, dans une région du plateau, un homme fort qui a refusé qu'on continue l'opération de saisie. Je pense aujourd'hui que quand ça vient comme ça, c'est tout le monde qui est concerné, c'est tout le peuple qui est concerné. Et je pense qu'il faut quand même trouver des solutions. C'est vrai que le président de la République a dépêché sur le terrain un certain nombre de ministres qui sont allés constater les faits. Et c'est de là qu'on a constaté, on a entendu qu'il y a des réformes qui sont en train d'être menées et qu'on ne savait pas. Et on nous a dit un peu comment ça va se venir. Vous l'avez dit. Moi, je pense aujourd'hui que le secteur, c'est vrai que le secteur de l'essence illicite est un secteur qui nourrit beaucoup de personnes. Je me demande comment ils vont trouver
on va trouver solution à cette interdiction de pour l'essence. autant qu'il faut laisser donc les choses aller pour continuer par autant de morts, autant d'incendies sur nos routes, autant de familles pleurées? Il y a une erreur que les gouvernants ne doivent jamais faire, c'est-à-dire fermer l'œil sur les yeux sur un certain nombre de choses. Ça a été fait durant des années, mais ça sera compliqué de retirer, parce qu'il y a des pères et mères de famille et qui font de leur activité principale la vente de l'essence. C'est ça qui nourrit la famille, c'est ça qui paie la scolarité des enfants du primaire jusqu'à l'université. Et donc, si on doit leur retirer leur commerce, il faut quand même trouver un peu palliatif, comme on le dit. Et au-delà de ce palliatif, je pense que c'est vrai que les ministres sont allés sur le terrain pour porter le message du chef de l'État. Mais au-delà de ça, moi, je pense que ça fait 2 occasions que le chef de l'État a raté à Dassa. Il n'a pas réagi. On ne lui demande pas d'aller à la télévision, mais sur les canaux digitaux. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont quand même... on ne peut pas concevoir une communication aujourd'hui sans les réseaux sociaux. Le chef de l'État, on sait, c'est lui qui dépêche ses ministres sur le terrain. Écoutez, au-delà de ce qui va dépêcher ses ministres, je pense que c'est le chef de l'État... Point besoin de réagir forcément si les ministres, dans les minutes qui ont suivi, qui suivent cette tragédie, le chef de l'État doit s'adresser à son peuple. Je pense que, je me dis, ça peut ne pas être sa faute, mais c'est de la faute de son conseiller en irréputation. Et si s'adresse à son peuple, ça apportera quoi au peuple? Si le conseiller en irréputation n'a pas joué son rôle, ça fait la deuxième fois. Qu'est-ce qu'il dira au peuple? Écoutez, le chef changera quoi? Ça va changer quelque chose. Quoi? Quand même. Dites-nous. Non, je vais le dire, laissez-moi aller. Allez-y. Au bout de mes idées, il n'a pas réagi. Je pense que dans de pareilles circonstances, c'est le père de famille qui soutient ses enfants et qui sont en difficulté. Et je pense que c'est vrai, il a dépêché des ministres, mais on veut le voir. Et je pense ça va changer quoi? Non, ce qui va changer, au moins on sait que le chef de l'État, il porte un intérêt pour ce qui s'est passé. C'est des pertes en vies humaines. À Dassa, il n'a pas réagi. Aujourd'hui, enfin, à Sémécrac également, il n'a pas réagi. On ne dit pas de parler, on ne dit pas de venir sur les lieux, mais il peut quand même écrire un message. Il ne l'a pas fait. Mais le président sénégalais, sur sa page, a écrit un message pour présenter ses condoléances au peuple béninois. On ne demande pas beaucoup à nos dirigeants, montrer qu'ils sont avec le peuple. C'est vrai que des réformes seront entreprises pour quand même essayer... Il est plus préoccupé par les réformes. Écoutez, parce que d'ailleurs, le ministre des Finances l'a dit, qu'il a donné des instructions fermes pour qu'on aille très vite, pour qu'on acquiert également très vite ces machines-là. Le chef de l'État a le devoir de soutenir son peuple quand le peuple est en difficulté. Écoutez, on a vu... Écoutez, il est soucieux de son peuple. C'est pourquoi il veut mettre fin à ces genres de phénomènes qui amènent aux tragédies. Je ne condamne pas. J'observe des choses et je dis, on a vu un chef de l'État venir à un conseil de façon inopinée et il a vu que les gens venaient en retard. Non, il ne s'agira pas seulement des situations de joie qu'on va voir le chef de l'État, même dans les situations de détresse. Je dis peut-être des conneries, mais il est président de la République. Il est quand il y a des situations difficiles, il est également quand il y a des situations heureuses. On le voit souvent. Mais il vous a dit qu'il n'était pas triste. On l'a vu lors des conseils, mais on veut le voir également sur les lieux. Mais il faut d'abord que les lieux soient suffisamment sécurisés avant qu'il ne s'y rende. Écoutez, quand vous allez à un concert, le plus important. Non, en tout cas, moi, je ne fais pas de ça un souci, mais c'est une analyse, c'est une remarque que j'ai faite, c'est un constat. Oui, et je suis en train de porter ce constat dans mes analyses. Mais je dis, le devoir de soutenir le peuple revient au chef de l'État parce que c'est lui qu'on a choisi. Les ministres, on ne les a pas choisis. C'est lui qui choisit ses ministres pour l'accompagner dans la gestion du pays. Mais pour le représenter aussi, pour porter sa voix aussi également. Écoutez, je pense que c'est ce que dans ce pays, c'est ce que l'opposant, tristement, il est en prison, c'est ce qu'il a reproché au chef de l'État. Et c'est ça qui a initié la tournée dans les 77 comme quand Joël Aïvo, pour ne pas le citer, quand il avait dit dans ce pays, vous avez voté qui? Le chef de l'État, est-ce que vous le voyez? C'est également ça la gestion d'un pays. Non, je dis, ce que moi il dit, ça peut ne pas être la faute du chef de l'État, mais c'est la faute de son conseiller en irréputation. Quand il ne peut pas faire le job, il n'a qu'à le laisser. Nous, on peut le faire. Il y a des gens dans le pays qui peuvent également le faire. Mais c'est pour dire que... Vous êtes diplomate, vous êtes spécialiste en diplomatie. Est-ce que la diplomatie locale existe? C'est-à-dire que ce qu'il dit, on se peut traduire cela en diplomatie locale. Est-ce que ce serait une diplomatie que de voir le chef de l'État réagir sur ces questions, même si les ministres portent ça? Il ne demande pas de venir à la télé, mais un message sur son Facebook ou sur ses plateformes. Je perçois en réalité l'indignation
de mon confrère, ce que je peux comprendre, parce que face au drame, je pense que personne ne peut assez se contenir pour faire des élucubrations qui ne tiennent pas la route. Donc, ça se comprend. Voilà. C'est un peu une sorte d'amertume que j'entends. Oui, mais je voudrais lui rappeler que les victimes ont été prises gratuitement et totalement en charge. Et qu'ils sont ils ont intérêt, les victimes sont au Sénat. Ils ont intérêt à le faire. Ils ont intérêt à le faire. Totalement et gratuitement. Ils ont intérêt à le faire. Ils ont intérêt à le faire. Je pense que pour recentrer, parce qu'il faut ramener l'église au centre du village. D'accord. Allez-y. Par rapport à la question de l'essence frelatée, c'est un échec successif des différents gouvernements à la tête du pouvoir au Bénin. C'est une équation difficile à résoudre finalement. Non, en réalité, pas du tout difficile. C'est une véritable absence de volonté qui a traversé les différents gouvernements. En réalité, c'est là le nœud de la question. Exactement. Quand le président Tinubu est arrivé au pouvoir, il a mis d'une certaine façon fin et stop à la prolifération de ce business au Nigeria, en supprimant simplement les avantages qu'il donnait par rapport à cela. Et ça s'est constaté sur le terrain. Quand vous avez la volonté politique, vous pouvez faire des actions sur le terrain. Vous estimez que c'est une question de volonté politique? Il y a eu quand même un manque de volonté au sommet de l'État pendant de nombreuses années. Je ne dis pas que ce gouvernement est entièrement responsable du drame qui s'est produit. Non, ce n'est pas la faute du chef de l'État. Et si le chef de l'État ne s'est pas prononcé sur la question, on pourrait en rediscuter dans un autre débat. Mais ici, il est question de l'essence frelatée. L'essence frelatée ou l'essence bailleur, comme on le dit, c'est un drame. C'est un drame dans la mesure où aucun processus de sécurité n'est respecté et aucune disposition aussi n'est prise par les personnes qui font ce commerce. Et malheureusement, quand ces drames se produisent, on ne peut que constater les dégâts. Qu'est-ce qu'il faut faire à l'heure actuelle? C'est déjà un pas significatif, ce que vous avez énuméré. Vous avez énuméré 5000 stations. Oui. Moi, je trouve que c'est le gouvernement qui prend l'initiative. 5000 mini-stations. C'est un début, mais on aurait pu le faire depuis très longtemps. Oui, le gouvernement Yahi a voulu le faire et on n'a pas, comme vous l'avez dit, on n'a pas compris. Il n'y a pas eu de volonté pour aller jusqu'au bout. Mais il y a un début à tout. Je pense que c'est quand même un début, mais on peut faire mieux. On peut faire mieux en faisant en sorte que ce business soit définitivement stoppé. Parce que c'est quand même étrange de voir que c'est vraiment au Bénin que ce business prolifère dans tous les quartiers, dans tous les coins de rue et même dans toutes les pâtés de maisons. C'est pas normal parce que c'est exposer la vie des gens en danger de façon permanente. L'autre question, et ça c'est la deuxième chose que je vais aborder, c'est quel sera l'avenir de ces personnes, de ces milliers de personnes, de ces milliers de jeunes qui en font leur gagne-pain quotidien. Alors, l'État ne pourra pas tout résoudre, ça c'est une certitude. Vous avez dit qu'ils vont reconvertir. C'est le gouvernement qui le dit, une partie vers la GDIZ. Ça risque d'être compliqué. Je pense qu'il faut mettre en place plus un consortium ou un forum pour réfléchir à l'avenir de ces gens-là. Parce que il s'agit pas... Carrément un forum de réflexion. Oui, parce que c'est des choses que j'avais proposées il y a quelques mois par rapport à la question du bailleur, puisque les prix avaient flambé et on se disait comment gérer l'avenir de ces milliers de jeunes béninois qui ont investi dans ce business, qui est informel d'ailleurs. Il faudrait constituer un forum pour réfléchir de façon structurelle sur l'avenir de celles et ceux qui font ce commerce. Parce que ce n'est pas une centaine de personnes, c'est des milliers de personnes. Est-ce que le gouvernement va pouvoir recaser tout le monde? C'est non, c'est impossible, ça ne peut pas se faire. Est-ce que le gouvernement va pouvoir créer des mini-stations dans les 77 communes du Bénin? La réponse est dans la question. C'est pas possible non plus. Donc il va falloir réfléchir sur ce qu'il faut mettre en place pour drainer
ce social qui va se retrouver orphelin en réalité de leur gagne-pain. Et la question est de savoir est-ce que le gouvernement a véritablement une volonté pour que ça puisse se faire. J'aime bien l'idée de dépêcher les ministres sur le terrain pour jouer le rôle du médecin après la mort, mais aujourd'hui, il est question plus de réfléchir, il est question plus de faire des propositions pour trouver des issues pragmatiques à ces milliers de personnes qui vont se retrouver du jour au lendemain sans rien et parfois même vont se retrouver comme des repris de justice ou des personnes qui font des choses contraires à la loi alors qu'ils ne cherchent que leur gagne-pain. Il va falloir vraiment y réfléchir et trouver une solution pérenne afin que tout le monde en soit bénéficiaire. Je vais peut-être dire que les ministres ne jouent pas forcément le rôle de médecin après la mort, mais médecin pour sauver de la mort, pourquoi pas, puisque le ministre de la Santé et des Affaires sociales était au CNHU. On peut voir les images pour dire les dispositions prises donc pour aider et pour sauver ceux qui sont encore là et qui ont besoin de soins, assister les familles, comme vous le savez, et tout ce qu'il faut. Et donc, nous ne nions pas, tout ce que le gouvernement fait dans ce sens-là. Pour finir, je pense que nos pleurs, nos gémissements ne verseront aucun baume adoucissant sur ce qui s'est passé, sur les 35 morts, la vingtaine de blessés. Mais ce qu'il faut faire, Hamzat l'a rappelé tout à l'heure, osons prendre des décisions qu'il faut, quand il le faut, pour éviter ce drame. C'est pas facile à prendre quand on sait que parmi les décideurs, il y a des gens aussi qui financent. Je pense que le chef de l'État, en arrivant au pouvoir en 2016, lors d'une rencontre, il disait que même si la potion est amère et on sait que la potion doit guérir le malade, il faut le lui administrer. Et donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Quel que soit le goût du médicament ou de la potion, il faut faire avaler ça au peuple parce que c'est pour leur bien-être. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on voit des incendies causés par l'essence pailleur ou l'essence frelatée. Donc je pense qu'au-delà de notre indignation, au-delà des pleurs de ces parents-là, du peuple de tous, de ces mécraqués, il faut quand même que les autorités, au-delà de l'assistance que nous sommes en train de voir, il faut quand même prendre des décisions pour éviter ça. Des décisions sans état d'âme. Et aussi, peut-être face à cette décision, le peuple va encore crier pour dire qu'il n'y a plus de place pour le social. On va conclure. Votre mot de fin, Hamzat. Il y a un auteur, philosophe, penseur qui disait dans un de ses essais, « Indignez-vous ». C'était Stéphane Hessel. Je pense que l'indignation de mon confrère est légitime parce qu'on parle de mort, on parle d'un drame. On ne lui dénie pas cela. Et bien entendu, on peut comprendre son discours. Mais ce que je pourrais dire en guise de conclusion, c'est qu'il est véritablement temps qu'il y ait vraiment cette volonté pour changer les choses dans ce milieu. L'absence de volonté a été la béquille du gouvernement. Mais est-ce que la solution, c'est que les forces de l'ordre ramassent tous les matins l'essence sur nos routes? Non, écoutez. Ça, c'est ça la solution. Les forces de l'ordre, il faut le rappeler, je rappelle, je suis toujours dans la conclusion, les forces de l'ordre, il faut le rappeler, suivent des instructions. Ils ne sont pas auteurs de ce qu'ils font, ils suivent des instructions. Et les instructions proviennent d'où? Du sommet, un peu d'en haut. Donc, ce qu'il faut dire, c'est en réalité, il ne s'agit pas de brimer ceux qui vont faire ce commerce. Non, la priorité, c'est d'avoir de la volonté. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est sensibiliser également. Sensibiliser à travers la création d'un forum de réflexion sur l'avenir de ces gens-là. Pour sortir des décisions pragmatiques. Pour sortir des décisions réfléchies. Moi, je ne trouve pas réfléchir les décisions qui sortent entre 2, 3 conseils de ministres ou après ce type de drame qui sont généralement du surchauffé. Le surchauffé en politique, le surchauffé après un drame, ça ne marche pas. Il ne faut pas qu'on puisse manger après les doigts et regretter. Non. Aujourd'hui, on a l'opportunité unique. Saisissons-la et faisons en sorte que l'avenir puisse aujourd'hui remercier ces gouvernants qu'on a, en sorte qu'on puisse dire « Ah, mais c'est parce qu'ils ont pris une décision salutaire, certes dure, mais salutaire, mais ça a permis quand même de sauver l'avenir. » Pour finir.
Pour finir, une minute, 30 secondes, puisque Marcel se non, déchaîne avec rage. Je pense que c'est une bonne chose de voler au secours de ces populations. Les gouvernants l'ont fait, mais au-delà, il faut prendre les décisions qu'il faut, parce qu'on revenait à faire le même débat après les mêmes incendies. Donc, il faut quand même avoir le courage de prendre les décisions. Quelle que soit la mine du mouton, il faut que la bascule ait lieu. L'Afrique pourra-t-il s'en sortir avec tout ce débat entre la France et l'Afrique, toute cette volonté de se séparer définitivement de la France? Vous continuerez les réflexions entre vous et chez vous. Concernant l'essence de contrebande, est-ce que c'est fini? Est-ce que c'est le dernier drame auquel nous avons assisté le 23 septembre? La question reste posée. Les solutions, vous les avez entendues sur ce plateau. Madame, Messieurs, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était à ma gauche Sergino Lokosso, journaliste, analyste politique. Merci d'être venu. Je confirme, c'est moi. À ma droite, Hamzat Abdoulaye, merci d'être venu. Merci. Vous êtes consultant, vous êtes spécialiste des questions internationales, mais également de la diplomatie. Merci une fois encore pour votre disponibilité de tous les instants. Merci. Madame, Messieurs, vous partagez cette émission, vous likez et puis vous continuez le débat entre vous, dans vos quartiers, dans vos maisons, dans vos villes. Merci de nous avoir suivis. C'était Marcel Yeddo à la réalisation de cette émission. Bonne suite de nos programmes et à vendredi prochain.